Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 12 février et à la une de cette édition, le charbonnage est une pratique illégale largement répandue sur le département. Elle consiste à créer du charbon à partir de morceaux de bois brûlés. Seule la DAF sur le département peut autoriser ce type de pratique à la demande de propriétaires de terrain. Les autorités sont actuellement à la chasse aux charbonnières illégales qui naissent chaque jour aux quatre coins de l'île. Ce matin, nous avons pu suivre des équipes de la DAF et les gendarmes qui ont détruit une charbonnière illégale à Dzoumogné. Un sujet signé Leslie Vumenet et Daniel Dunant. Afin de fabriquer du charbon pour le revendre ou pour en faire un combustible, nombreux sont ceux à utiliser les techniques de charbonnage à même le sol ou à l'aide d'un puits. Dans tous les cas, cela consiste à faire brûler du bois durant plusieurs jours afin qu'il se transforme en charbon. Hier, une charbonnière a été découverte du côté de Dzoumogné où des agents de la DAF et les gendarmes étaient ce matin. On vient de détruire une charbonnière qu'on a découverte hier. En faisant nos patrouilles, on l'a senti, puis on est venu, on le voit. Aujourd'hui, c'est la destruction. Évidemment, avec les forces de l'ordre, avec l'équipe forestière de la DAF. C'est illégal parce qu'ils détruisent déjà l'environnement. Pour que ça soit légal, il faut que ça soit utiliser une autorisation. Et pour avoir l'autorisation, il faut qu'ils aient le papier du terrain, parce que tu ne peux pas arriver sur un terrain qui n'appartient pas à celui qui fait le charbonnière et puis s'installer. Il faut que ça soit le propriétaire ou bien il donne autorisation à une personne pour le faire. Et ça, il demande l'autorisation à la DAF. Cette pratique est aujourd'hui très nuisible pour l'environnement, d'où le travail des autorités, même si ceux qui s'adonnent à cette pratique font appel à la ruse pour ne pas se faire repérer. Ils coupent tous les arbres qui sont autour. Ici, on ne l'a pas vu parce que c'est un bois qui est déjà là depuis 5 mois. Hein. On l'a découvert depuis 5 mois et on le suit. Et c'est aujourd'hui qu'on l'a découvert qu'ils ont bien fait. Mais ce n'est pas un bois qui a été coupé ici. Hein. C'est un bois qui a été coupé, je crois, à quelques kilomètres d'ici. Ils ont amené ça avec un camion, ils ont déversé ça là-haut. Puis ils le transportent petit à petit pour faire le charbonnage. C'est pour nous dissuader déjà parce que quand ils coupent loin, on ne sait pas est-ce que ça a été fait un charbon ou pas. Donc ils amènent ça très loin pour qu'on ne puisse pas le voir. Les agents de la DAF préfèrent ne pas montrer leur visage. En effet, ils peuvent parfois être confrontés à des forcenés, prêts à tout pour fabriquer ce charbon. Et tout autre sujet maintenant, des taxis jaunes avec horodateurs et signal lumineux. Voilà à quoi va ressembler le paysage automobile de l'île d'ici 3 ans. En effet, ce matin, les premiers taximens ont signé leur convention de financement avec le conseil départemental. Une avancée pour les artisans professionnels qui vont notamment pouvoir facilement se différencier des taxis illégaux. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Ils étaient 22 ce matin à signer la première convention de financement des taxis mahorais. Un financement qui va leur permettre d'investir dans de nouveaux véhicules. En effet, selon des études, 60% des taxis sur l'île ont plus de 20 ans. Un financement qui voit le jour à la suite des demandes des taximans. Nous avons des taxis qui ont demandé à être soutenus dans leur métier. Et la première des choses, c'est déjà de se mettre aux normes et de renouveler l'ensemble du parc automobile des taxis. Et pour ça, après échange et discussion avec eux, il est important à ce qu'on puisse les soutenir et en tant que démarche et concernant la réglementation avec la préfecture, mais aussi les soutenir financièrement. En effet, plusieurs banques ont joué le jeu et ont pu proposer aux taximans des prêts intéressants pour financer leurs nouveaux véhicules. Des utilitaires de 9 places et des voitures de 5 places pour convenir à tous les besoins. Des véhicules qui mettront du temps à arriver sur l'île. Les choses vont se faire petit à petit, bien sûr, puisque comme vous voyez aujourd'hui, c'est 29 taxis, c'est la première vague, le premier groupe de 29 artisans taxis qui en bénéficient. Le temps de commander les véhicules, bon, pour cette vague-là, ça a déjà été lancé, mais en sachant que Mayotte, le problème, c'est la commande. Lorsqu'on commande un véhicule neuf, les délais sont autour de 6 mois. Après avoir fait le tour des concessionnaires, tout, c'est le délai minimum qu'on nous impose. Donc vous voyez, ça va être peut-être un peu lent au départ, mais je pense qu'une fois que la machine sera lancée, que les concessionnaires auront pris le rythme, tout le monde sera organisé. Mais l'objectif, c'est quand même, d'ici les 3 ans, je dirais 2022, que la filière taxi, l'image du taxi à Mayotte change. Un changement qui va modifier radicalement le paysage automobile de l'île. Les taximans attendaient ces financements avec impatience.
Là aujourd'hui, franchement, c'est un grand soulagement d'avoir signé cette convention. Ça va nous aider de décharger des véhicules. Parce qu'on a tous des véhicules fatigués. Et là, on aura des véhicules neufs au top de travailler comme il faut. Maintenant, une question demeure, quelle sera la tarification des trajets lorsque tous les taxis de l'île auront investi? Le conseil départemental, pour sa part, assure qu'il n'est pas question de changement de tarif pour le moment. Et politique dans votre 19h, c'est officiel depuis plusieurs semaines. Roukia Lahadji, la maire de Chirongui, est candidate à sa propre succession. Sa liste et son projet s'inscrivent dans la lignée de ces 12 dernières années. L'objectif est en effet de poursuivre le travail amorcé afin de permettre à certains projets de voir le jour et à d'autres de débuter. Je vous propose d'écouter l'un de ses colistiers lors de la matinale de Coésie. Pour ne citer que quelques-uns, Oui. je garderai par exemple les projets qui ont été commencés pour la partie aménagement. Oui. Dans l'aménagement, il y a des zones où on est en train d'aménager des zones pour installer des familles et des entreprises dans la commune de Chirongui, notamment le lotissement de l'ancien terrain de foot de Chirongui, Oui. qui a commencé, qui a démarré. Il y a la ZAC de Mramadoudou qui a démarré. Également la ZAE de Malamani, pour ne citer que ça sur le plan aménagement, Ouais. et également sur le plan sportif. Et culturel aussi, il y a un bel événement, hein, le cinéma. Je n'irai pas jusqu'à nous jeter des fleurs sur ce pôle culturel, mais Ouais. tout le monde sait aujourd'hui Bah oui. qu'à Mayotte, il y a une unique salle de cinéma, Ouais. qui est celle de Chirongui. C'est vrai, c'est Donc vrai. je laisserai aux citoyens d'en juger. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Ravoaï Boura Amdelkader, candidat au municipal à Kanikeli. Monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau pour parler forcément de ces élections municipales. Vous êtes tête de liste à Kanikeli. Déjà, la première question qu'on se pose, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à vous engager comme ça en tant que tête de liste pour devenir maire de la commune de Kanikeli? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire bonsoir à l'ensemble de la population de Kanikeli et aux téléspectatrices et téléspectateurs de Coésie TV. Vous savez, un engagement politique, ce n'est pas un engagement de dernière minute, mais il y a toujours un long moment de travail, de réflexion avant de s'engager en politique. Parce que je pense que c'est une lourde responsabilité. Donc il faut prendre le temps de réfléchir, mais de connaître aussi les sujets, les difficultés, parce que ce n'est pas seulement aller dans une élection, gagner une élection, après réfléchir comment résoudre les problèmes de la population. Donc j'ai été dans une liste en 2014, malheureusement ça ne s'est pas passé comme j'aurais souhaité, donc à partir de là, on a monté un comité de réflexion, donc on a mené le travail dès les élections de 2014. Ça fait 6 ans que vous travaillez justement sur ce projet? Ça fait 6 ans, ce qui nous a amené à constituer un groupe, mais à faire des primaires internes jusqu'à décider démocratiquement la tête de liste. C'est le résultat de toutes ces années de réflexion le groupe m'a accordé leur confiance pour mener cette liste jusqu'au 15 ou 22 mars prochain. Parlons justement de cette liste. Comment vous la définiriez? Si vous deviez la définir par rapport à effectivement les personnes qui la composent, leur expérience, leur étiquette aussi, comment pourriez la définir en quelques mots? Vous savez, dans ce groupe, il y a des hommes et des femmes de différents bords politiques, mais des hommes et des femmes qui n'ont jamais été dans les partis politiques, mais c'est des gens de la société civile qui s'intéressent, qui portent aussi toutes les souffrances et la douleur de cette commune. C'est pour ça qu'ils se sont engagés dans ce groupe. Mais pour être un peu plus clair, on se place sur le centre-droite. Centre-droite, sur l'échiquier politique? Sur l'échiquier politique, voilà. Avec effectivement des personnes à droite, au centre. C'est une liste sans étiquette réelle? Vous n'êtes pas soutenu par un parti aujourd'hui? Non, c'est une liste sans étiquette, mais nous sommes soutenus par le parti MDM, mais on n'est pas investi par MDM. Effectivement, avec, on le sait, les problèmes qui se posent aujourd'hui du côté du MDM. Vous avez parlé effectivement de cette liste, de votre engagement qui
dure depuis 6 ans. Pendant 6 ans, vous avez construit un programme. Quelles sont vos grandes priorités pour la commune de Kanikéli? Bien entendu, si on va dans une telle élection, forcément, il y a un programme derrière. Pour résumer rapidement, notre programme est axé sur 6 points majeurs, à savoir les aménagements structurels. Là-dedans, c'est tout ce qui est logement, parce que c'est une question qui taraude tout le monde aujourd'hui à Mayotte, pas seulement à Kanikéli, mais dans l'ensemble de l'île. Donc, nous prévoyons justement l'extension des villages par des nouveaux lotissements, bien entendu, mais surtout revoir tout les chantiers. L'aménagement, parce que c'est souvent ça aussi quand on parle de logement aujourd'hui. Finalement, c'est une révision presque globale de l'aménagement des territoires et notamment des collectivités et des municipalités. Tout à fait. Il faut revoir de toute façon l'ensemble de ces villages parce qu'on ne peut plus continuer à laisser construire dans tous les sens. De manière anarchique. D'une manière anarchique. Il faut qu'on rentre qu'on respecte les règlements, bien entendu. Mais deuxième point, c'est la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, tout va. On tient à mettre ce qu'il faut dans cette commune parce que... Justement, ça sera quoi? De la police municipale en plus? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est une vraie problématique dans toutes les communes de l'île. Nous, pour ramener la sécurité dans notre commune, bien entendu, on veut non seulement augmenter en nombre notre police municipale, les former pour qu'ils soient opérationnels pour mener à bien leur mission, mais on veut aussi associer notre police municipale avec la police interco qui existe aujourd'hui dans le Grand Sud pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Mais on veut aussi former des jeunes parce qu'on doit aussi apporter de l'emploi par rapport à cette jeunesse-là qui aujourd'hui est un peu... Par le biais de médiateurs? Quand vous dites former des jeunes par rapport à la sécurité? Former des jeunes par rapport à la sécurité, mais surtout par rapport à l'emploi. Parce qu'il faut, la question majeure aujourd'hui qui tout le monde se pose, c'est la question du chômage économique. Donc on veut non seulement apporter la sécurité, mais apporter aussi de l'emploi pour notre jeunesse. Donc autour de nos sites, on veut aujourd'hui que quand les gens vont au Montchongui, en Gouja et dans les différentes plages de la commune, puissent aller en toute tranquillité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, encore beaucoup de touristes qui vont au Montchongui, qui se font agresser. Et nous souhaitons vraiment mettre toute l'énergie pour que cela soit réglé une bonne fois pour toutes. Mais nous avons aussi un troisième point, la jeunesse. L'éducation, la jeunesse, la formation. Parce que c'est l'avenir de demain. Si nous ne prenons pas en charge cette jeunesse-là, le former pour que demain, il soit en mesure de prendre des responsabilités, je crois que demain, ça risque d'être plus compliqué qu'aujourd'hui. Nous avons, en quatrième point, ce qu'on appelle la mobilité troisième âge. Parce que nos aînés, ils sont dans des situations très difficiles. Il faut qu'on arrive à apporter le minimum vital à ces personnes. Parce que par rapport à l'isolement que vivent. Par rapport à l'isolement, par rapport au logement et par rapport, ne serait-ce qu'à la question de vie. Parce que beaucoup n'ont quasiment rien pour subvenir aux besoins quotidiens. Et aussi, à travers notre CCAS, mettre une véritable interface entre cette population-là de troisième âge et la CCAS pour qu'on puisse apporter la mobilité nécessaire à ces personnes. Créer des activités intergénérationnelles, rapprocher les aînés et les jeunes pour qu'ils puissent échanger, parce que je pense que les jeunes apprendront beaucoup des aînés, mais vice-versa. Donc on tient beaucoup à ces projets-là pour justement sortir notre commune dans ces difficultés-là. Cinquième point, c'est tout ce qui est le développement endogène. Nous avons la chance d'être dans une commune où l'agriculture, l'agrotourisme, la pêche a totalement sa place, mais aujourd'hui, il faut un engagement des élus municipaux pour impulser ces initiateurs de projets, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de soutien. C'est aussi un travail de l'intercommunalité, tout ça? Oui, bien sûr, il faut travailler avec l'intercommunalité parce que c'est là d'où vient où on peut sortir les moyens financiers et humains pour mener à bien ces projets. Notamment, nous tenons à mettre en place au pied de Montchongui un office de tourisme de l'Interco Sud, parce que je pense que c'est un point stratégique. Le centre a déjà le sien? Voilà, le site, mais
par rapport à les 4 communes du Sud, je pense qu'il y a un rôle à jouer là-dessus qui peut être positif pour les 4 communes du Sud. Voilà. 6e point, il vous en manque. 6e point, c'est... Comment vous le dire? C'est... ça m'échappe, mais... Peut-être il y a un point qu'on n'a pas évoqué qui est important. Vous parliez de tourisme, mais il y a une vraie problématique et on le voit, et notamment lors des dernières études qui ont été révélées. Les touristes trouvent Mayotte magnifique, comment en être autrement. Il y a une vraie problématique par contre, c'est les déchets, la propreté. Et effectivement, ces communes qui aujourd'hui sont ensevelies sous les déchets, et notamment les sites aussi touristiques, quelle sera votre politique en matière de collecte, notamment des déchets, dans le sud et dans la commune de Kanikéli? Je pense que pour arriver à des résultats positifs sur cette question, parce que c'est vrai que ça touche l'ensemble de l'île, ce problème de salubrité, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on revoie avec le SDS pour mettre un véritable programme de ramassage d'ordures, parce que des fois, soit c'est par des problèmes techniques ou autres, mais il faut à un moment donné apporter la réponse nécessaire à cette question. Mais je pense que chaque municipalité a aussi un service technique, des agents qu'on peut aussi mettre sur ce sujet pour apporter la propreté, ne serait-ce que dans les endroits visités, les sites touristiques, parce que, et surtout sensibiliser la population, parce que le gros souci vient de là. Parce que tous ces déchets, ça ne tombe pas du ciel, mais ce sont des gens, des hommes et des femmes, des enfants qui apportent ou qui n'ont pas été sensibilisés ou ne prennent pas conscience de leurs gestes. Je pense que c'est nécessaire de faire un travail de sensibilisation, je dirais même d'éducation à la propreté, parce que c'est important pour notre santé et celle de nos enfants. 2 dernières questions rapidement. La première, quels sont selon vous vos atouts et ce qui fait qu'aujourd'hui la commune, les administrés de Kanikéli, les électeurs doivent voter pour vous les 15 et 22 mars prochains? Je pense que les atouts qu'on a, on a la chance d'avoir une équipe qui est unie et déterminée à travailler. Ce sont certes des gens qui ont très peu d'expérience politique, mais ce qui est sûr, ce sont des gens qui portent en eux cette souffrance que vit la commune de Kanikéli. Je pense que si nous avons la volonté et l'envie de faire, on peut faire. Après, je sais que c'est pas une masse à faire, c'est pas facile. Il faut travailler. Il faut travailler, c'est tout. Si on a l'envie, on peut y arriver. En conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire cette fois-ci aux électeurs? Voilà, vous les avez convaincus, vous avez tenté de les convaincre sur vos atouts. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en conclusion pour qu'ils votent pour vous déjà lors du premier tour le 15 mars prochain? Je me réjouis de dire quelques mots à la population de Kanikéli, que nous sommes tous des enfants de cette commune. Si on est là aujourd'hui, on se présente devant eux pour qu'ils nous accordent leur confiance, c'est que nous portons vraiment cette commune au fond de notre cœur et on a envie de voir cette commune dans les 6, 10, 15 prochaines années prospérer, être dans la propreté comme on a dit aujourd'hui, mais surtout dans l'harmonie, que chacun puisse avoir le minimum pour vivre, mais il ne faut pas avoir seulement l'homme ou la femme, mais ce que propose cette équipe, parce que c'est une équipe vraiment ouverte, la preuve que nous sommes en discussion avec tous les autres candidats, parce que je pense qu'on cherche tous le même objectif, mais c'est la méthode qui diffère. Donc je pense que si nous avons vraiment la volonté de faire, de lever cette commune, il n'y a pas de raison que demain on soit associé à d'autres équipes ou qu'on apporte notre aide à un autre candidat pour que la commune de Kanikéli avance, parce que c'est ça notre objectif. Merci beaucoup, Kader, d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, on continuera de suivre dans toutes les communes de l'île les différents candidats. Et puis, ces 2 dates fatidiques, les 15 et 22 mars prochains avec les scrutins. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il est temps de faire le tour de l'actualité locale, avec notamment le dispensaire Jacaranda qui va ouvrir ses portes les jours fériés, ou encore le parc naturel marin qui accentue la pression sur les braconniers. Au montage, Leslie Vumanet. Pour répondre aux besoins de la population, le centre hospitalier de Mayotte informe les usagers que le centre de consultation de Jacaranda sera ouvert les jours fériés 2020.
Pour ceux tombant en semaine, le dispensaire sera ouvert de 7h à 17h. Cette année, les jours fériés sont les suivants: lundi 13 avril, lundi 27 avril, vendredi 1er mai et vendredi 8 mai, jeudi 21 mai, lundi 1er juin, mardi 14 juillet, lundi 20 juillet, mercredi 21 octobre, mercredi 11 novembre et le vendredi 25 décembre. Pour les jours fériés tombant un samedi, à savoir cette année le samedi 15 août, le centre de consultation sera ouvert de 7h à 14h. Jacaranda restera cependant fermé les dimanches. Le reste de l'année, le centre de consultation est ouvert de 6h30 à 19h, du lundi au vendredi et de 7h à midi le samedi. Selon le CHM, cette organisation vise à renforcer l'accessibilité aux soins des usagers, ce dispensaire accueillant chaque jour des dizaines de patients. Lundi, les agents du parc naturel marin de Mayotte étaient en opération de surveillance sur le lagon. Une embarcation a ainsi été appréhendée et 3 pêcheurs ont été interpellés pour pêche illégale. Les premiers contrevenants, 2 individus à bord d'une pirogue à moteur, venaient de mettre en place un grand filet d'environ 300 mètres sur la plage de Papani. Selon le parc, visiblement non professionnel et bien au fait des interdictions en vigueur, ils ont rapidement pris la fuite. Les agents du parc ont tenté de dégager les nombreux poissons de récifs piégés, mais le filet était bien enchevêtré dans les coraux. 4 kilos de poissons de récifs ont néanmoins pu être sauvés et remis dans leur espace naturel. Mais à quelques encablures de là, pointe des badamiers, 4 braconniers s'adonnaient à la pêche aux poulpes. Au total, 87 poulpes ont été pêchées illégalement pour un poids total de 31 kilos. Les occupants de la pirogue ont été pris en charge par un équipage de la police aux frontières pour vérification de leur identité. L'intersyndicale a souhaité tirer un bilan suite à la journée île morte dans l'éducation. Selon les syndicats, une mobilisation massive a été enregistrée dans tout le département, ce qui représente une franche réussite. L'intersyndicale ajoute, je cite, « La grande majorité des écoles et établissements étaient fermés ou ont fonctionné en mode très dégradé. De toute évidence, les menaces proférées par le recteur n'ont fait que renforcer la détermination des personnels. Nos organisations remercient l'ensemble des collègues qui ont participé à l'action et soutiennent toutes les initiatives permettant sa poursuite dans les prochains jours et la préparation de la journée d'action nationale du 20 février. Plusieurs établissements ont d'ailleurs, en assemblée générale, d'ores et déjà pris la décision de reconduire l'action ce mercredi 12 février. Et enseignement supérieur pour clore cette édition. À quelques jours de la journée nationale des étudiants mahorais à Montpellier, la direction des politiques scolaires et universitaires a organisé un point presse ce jour. L'occasion d'évoquer la question des bourses étudiantes et notamment le nouveau règlement qui priorise certaines filières. En effet, le département souhaite favoriser l'excellence et former les cadres mahorais de demain. Paul-Arthur Habit et Leslie Vumanet. En ce mois de février, les démarches pour obtenir des bourses du département ont pris fin. L'heure du premier bilan a donc sonné pour la COBA, la commission d'octroi des bourses et aides. On était là pour faire un point en marge de la journée nationale des diplômés qui va avoir lieu à Montpellier le 15 mars, qui va avoir comme vocation de mettre à l'honneur nos jeunes qui ont été diplômés l'année dernière. Et donc on a souhaité faire ce point presse aujourd'hui pour faire une rétrospective sur le nouveau règlement qui est mis en place. Donc c'était l'occasion pour nous, après le 31 novembre, c'était la fin des demandes, après le 31 décembre pour la complétude des dossiers, de voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, quels sont les points qui ont marché et quels sont les points d'amélioration pour la nouvelle campagne 2020-2021. Dans le courant de l'année 2018, un nouveau règlement a en effet été adopté. Il induit notamment une révision des sommes attribuées aux élèves en fonction des filières choisies, du niveau d'études et des résultats obtenus. Un étudiant qui est en première année, par exemple, d'une filière qui a été priorisée dans le règlement, on a en première année un montant de 278 € mensuels. Les filières non priorisées sont à 160 € mensuels. Et en fonction du niveau, donc plus on monte, donc on accède à des niveaux supérieurs, plus le montant donc il est revalorisé. Et donc en fonction de la priorité aussi, c'est pas le même montant. Et en plus, en fonction des résultats aussi, il peut y avoir une augmentation. Tout ça pour les inciter, pour les encourager à aller vers l'excellence, puisque nous avons aussi comme credo à la DPSU de former l'élite mahoraise.
Plus de 2750 dossiers de bourse ont été déposés cette année contre 1900 en 2017. Un chiffre en croissance permanente pour la plus grande fierté du département qui souhaite encourager l'élite mahoraise de demain. On souhaite qu'il y ait davantage d'étudiants qui s'orientent, qui viennent nous solliciter, puisque ce nouveau règlement, comme tout le monde le sait, n'est plus soumis au règlement, à la bourse nationale, Donc c'est un règlement qui est là pour accompagner le développement du territoire et en plus qui met en avant les domaines qui sont classés prioritaires pour le territoire sur les domaines en tension. Par exemple, la médecine, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, où on sait que voilà, c'est des structures très onéreuses pour des familles, par exemple, modestes mahoraises. Mais nous, le département, justement, on est là pour soutenir financièrement ces jeunes afin de leur permettre qu'ils s'épanouissent dans leur cursus. S'épanouir dans son cursus et revenir sur son île natale pour lui faire bénéficier de ses compétences. Voilà le défi lancé par le conseil départemental à tous les étudiants mahorais. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.